Coco Chanel, de l'ombre à la lumière. Les racines de l'audace. Une aube glaciale à Aubazine. Le soleil n'avait pas encore percé l'épaisse couche de brume qui enveloppait l'orphelinat de Notre-Dame de Châteauroux, niché dans les collines escarpées d'Aubazine. Les premières lueurs de l'aube du début décembre 1895 révélaient un paysage austère, où le silence n'était rompu que par le bruissement occasionnel des feuilles mortes et le lointain mugissement des vaches dans les pâturages environnants. Gabrielle Chanel, à peine âgée de 12 ans, était éveillée bien avant les autres pensionnaires. Ses doigts fins, déjà calleux à force de travaux manuels, caressaient avec une tendresse infinie une photographie fanée. C'était le dernier souvenir tangible de sa mère, Jeanne-Antoinette Hubald Chanel, disparue trop tôt, laissant une famille brisée et une petite fille condamnée à grandir entre les murs froids d'un orphelinat. La photographie, jaunie par le temps, représentait une femme au regard doux mais mélancolique. Les traits de Jeanne-Antoinette trahissaient une vie de labeur et de sacrifice. Gabrielle la contemplait chaque matin, comme si ce simple geste pouvait la rapprocher de celle qu'elle avait si peu connue. « Tu seras plus que ce que le monde attend de toi », murmurait-elle, sa voix à peine audible dans le silence de l'aube. Les sœurs de l'orphelinat observaient cet enfant avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Gabrielle n'était pas comme les autres pensionnaires. Son regard, intense et déterminé, semblait toujours tourné vers un horizon invisible. Ses mains, qui auraient dû être occupées à des tâches enfantines, maniaient déjà l'aiguille et le fil avec une précision qui dépassait son âge. Sœur Marie-Thérèse, la plus âgée des religieuses, la surveillait travailler. Ses mains ridées, témoins de décennies de couture et de prière, se rapprochaient parfois de celles de Gabrielle pour corriger un point ou guider une couture. La perfection est dans les détails, mon enfant, répétait-elle souvent. Et Gabrielle écoutait, absorbant chaque conseil comme un trésor précieux. Pour elle, chaque point était plus qu'une simple technique de couture. C'était un acte de résilience, une manière de s'affirmer dans un monde qui semblait avoir tout fait pour l'effacer. Son père, Albert Chanel, un marchand ambulant, les avait abandonnés après la mort de sa femme. Gabrielle et ses frères et sœurs avaient été dispersés, confiés à différents membres de la famille ou placés dans des institutions. L'orphelinat de Châteauroux était devenu son nouveau foyer, un lieu où la survie et l'apprentissage se mêlaient étroitement. Les journées y étaient longues et rythmées. Le matin commençait par les prières, suivies des corvées domestiques. Mais c'est dans l'atelier de couture que Gabrielle trouvait sa véritable liberté. Sous l'œil attentif des sœurs, elle apprenait non seulement à coudre, mais à comprendre les tissus, leur texture, leurs possibilités. Un vêtement n'est pas qu'un assemblage de morceaux de tissu, lui expliquait sœur Claire, la maîtresse de couture. C'est une histoire, une personnalité qui se raconte à travers les fils et les coutures. Ces leçons s'imprimaient dans l'esprit de Gabrielle comme des révélations. Elle comprenait déjà que la mode pouvait être un langage, une forme d'expression bien plus profonde que de simples ornements. Les autres pensionnaires la regardaient travailler avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. Certaines la trouvaient étrange, trop sérieuse pour son âge. D'autres admiraient sa détermination silencieuse. Un après-midi, alors qu'elle raccommodait une robe usée, l'une de ses camarades, Louise, s'approcha d'elle. « Comment fais-tu pour être si précise ?» demanda-t-elle, ses yeux grands ouverts de curiosité. Gabrielle leva les yeux, un léger sourire aux lèvres. « Chaque point compte. Un jour, je ferai des robes qui changeront le monde. » Louise éclata de rire. « Des robes qui changeront le monde ?» Mais Gabrielle ne se laissa pas démonter. Dans son esprit, déjà se dessinaient des silhouettes élégantes, des tissus qui libéreraient les femmes des contraintes de la mode traditionnelle. Les hivers à Aubazine étaient rigoureux. Le vent s'engouffrait dans les couloirs de pierre, glaçant les os des pensionnaires. Mais Gabrielle trouvait du réconfort dans son travail. Chaque vêtement qu'elle raccommodait, chaque pièce qu'elle créait était un acte de défi contre la pauvreté et l'adversité. Le soir, après les prières et avant le couvre-feu, elle sortait parfois la photographie de sa mère. Dans la lueur tremblotante d'une bougie, elle lui parlait de ses rêves. « Je te promets, maman, je serai quelqu'un. Je ne laisserai personne décider de mon destin. » Ces mots, murmurés dans l'obscurité, étaient sa promesse, son serment secret. Un serment que rien ni personne ne pourrait briser. Les années à l'orphelinat forgèrent son caractère, une détermination inébranlable, un sens aigu de l'observation, et surtout, la conviction que son talent et sa volonté pouvaient la mener bien au-delà des murs de Châteauroux. Chaque point de couture était une ligne tracée vers son avenir. Chaque création, même la plus modeste, contenait en germe ce qu'elle allait devenir. Coco Chanel,
celle qui allait révolutionner la mode et redéfinir la place des femmes dans la société. La neige continuait de tomber à l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'orphelinat, dans ce petit atelier de couture, une histoire était en train de s'écrire. L'histoire d'une jeune fille qui refusait d'être définie par son origine, et qui allait faire du monde entier sa scène. Les premières coutures. Les échos de Montmartre. Paris, 1908. La ville bruissait d'une énergie indomptable, ses rues pavées témoins silencieux des rêves et des ambitions de ceux qui osaient les emprunter. Dans le quartier animé de Montmartre, où l'art et la vie se mêlaient dans une danse effrénée, Gabrielle, Coco, Chanel marchaient d'un pas décidé, son regard perçant balayant l'horizon urbain. Le matin était encore frais, l'air chargé de promesses et d'incertitudes. Ses doigts, jadis calleux à force de travail dans l'orphelinat, étaient devenus agiles et précis. Chaque mouvement racontait une histoire de transformation, de résilience. Dans les coulisses du cabaret La Rotonde, Coco préparait sa performance du soir. Chanteuse à ses heures, couturière par passion, elle incarnait cette génération de femmes qui refusaient de se laisser enfermer dans les conventions étroites de l'époque. Sa voix, légèrement rauque, portait en elle la force de ses origines modestes et l'audace de ses rêves immenses. La rencontre avec le destin. Ce jour-là, Arthur Capel l'attendait. Homme d'affaires britannique à la silhouette élégante, il représentait plus qu'un simple amant, il était son confident, son mentor, peut-être son unique allié véritable dans ce monde impitoyable de la mode parisienne. « Ma chérie, dit-il en la voyant approcher, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit de sa poche un croquis, une ébauche de chapeau qui détonnait complètement avec les modèles conventionnels de l'époque. Des lignes simples, un design épuré qui semblait défier toutes les règles établies. Coco le prit, ses yeux s'illuminant d'une compréhension immédiate. « C'est exactement ce que je voulais, murmura-t-elle. » Les coulisses de la création. L'atelier était petit, mais chargé d'une énergie créatrice presque palpable. Des tissus s'entassaient près des machines à coudre, des patrons étaient épinglés au mur. Chaque centimètre carré racontait l'histoire d'une révolution en marche. Coco travaillait avec une précision chirurgicale. Ses mains dansaient sur le tissu, transformant de simples morceaux de fabrique en véritables œuvres d'art portables. Elle ne créait pas des vêtements, mais des déclarations de liberté. L'essence de la libération. Le corset est une prison, disait-elle souvent. Les femmes ont besoin de respirer, de bouger, de vivre pleinement. Chaque point de couture était un acte de rébellion. Ces modèles simplifiaient la silhouette féminine, libérant le corps des contraintes victoriennes. Des jupes droites qui permettaient le mouvement, des vestes structurées mais légères, une élégance qui n'était pas synonyme d'inconfort. Mathilde, une cliente aristocratique, entra ce jour-là dans l'atelier. Son regard balaya l'espace avec une curiosité mêlée de scepticisme. « Mademoiselle Chanel, votre chapeau est inhabituel », remarqua-t-elle, observant un modèle posé sur un mannequin. Coco la fixa avec un sourire qui contenait à la fois de l'audace et de la conviction. « L'élégance, madame, c'est l'art de se sentir bien dans ce qu'on porte, répondit-elle. Ce n'est pas une question de conformité, mais de personnalité. Les défis du quotidien. La route était loin d'être facile. Chaque jour apportait son lot de challenges. Les couturières établies la regardaient de travers, les critiques pleuvaient. Une femme seule, sans formation académique, osant réinventer la mode? C'était presque une provocation. Mais Coco ne se laissait pas intimider. Son passé d'orpheline l'avait préparée à affronter l'adversité. Chaque critique était une occasion de se réinventer, chaque obstacle un tremplin vers l'innovation. La protection d'Arthur. Arthur Capel observait cette transformation avec une admiration non dissimulée. Plus qu'un amant, il était un véritable partenaire, comprenant la vision révolutionnaire de Coco. « Tu vas changer ce monde », lui murmurait-il lors de leurs soirées intimes, « ta vision de la mode est bien plus qu'un simple métier. C'est une philosophie. » Et il avait raison. Coco ne cherchait pas simplement à habiller les femmes, mais à les libérer. Chaque vêtement était un manifeste, chaque collection une déclaration d'indépendance. Les prémices d'un empire. Dans les soirées parisiennes, on commençait à parler d'elle. Des actrices, des artistes, des femmes de la haute société s'intéressaient à ses créations. Un murmure s'élevait, « Avez-vous vu ce que fait Mademoiselle Chanel ?» Son style unique commençait à fasciner. Des lignes droites qui juraient avec les robes à crinoline, des tissus confortables qui remplaçaient les étoffes lourdes et encombrantes. Une révolution silencieuse mais implacable. Un soir au cabaret. Le soir,
lorsqu'elle montait sur la scène du cabaret, Coco n'était plus seulement une couturière. Elle devenait un symbole, l'incarnation d'une nouvelle féminité. Sa voix portait au-delà de la musique, racontant des histoires de liberté, de passion, de dépassement. Chaque note était un défi aux conventions, chaque mouvement une affirmation de sa personnalité unique. Réflexion et promesse. Alors que la nuit tombait sur Paris, Coco observait la ville depuis la fenêtre de son petit appartement. Les lumières scintillaient, promesse de rêve encore à réaliser. Dans son journal intime, elle griffonna quelques mots. La mode n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'expression, de libération. Chaque femme mérite de se sentir libre, puissante, unique. Le destin l'attendait, et elle était prête à le défier, un vêtement à la fois. L'aube d'un empire. L'atelier de la Révolution. Le soleil parisien filtrait à travers les larges fenêtres de l'atelier, projetant des reflets dorés sur les tissus délicatement disposés. Coco Chanel, debout au centre de la pièce, semblait à la fois une artiste et une stratège, ses doigts effleurant les étoffes avec une précision chirurgicale. L'année 1910 marquait un tournant décisif dans sa vie. Après des années de lutte, de compromis et de détermination inébranlable, elle était sur le point de défier les conventions les plus ancrées de la mode féminine. Chaque couture, chaque ligne de ses créations représentait plus qu'un simple vêtement, c'était une déclaration de liberté. La jeunesse d'une révolution. Née dans la pauvreté, Gabrielle Chanel avait appris l'art de la couture dans l'austérité d'un orphelinat. Les leçons des religieuses, initialement perçues comme une contrainte, s'étaient transformées en un instrument de libération. La précision, la patience, la capacité de transformer un morceau de tissu informe en une œuvre d'art, tout cela était devenu sa philosophie personnelle. Arthur Capel, son amant et mécène, observait son travail avec une admiration mêlée de fascination. Lui, l'homme d'affaires britannique aux idées progressistes, comprenait que Coco ne cherchait pas simplement à créer des vêtements, mais à réinventer la place de la femme dans la société. « Tu es en train de démolir des siècles de tradition, lui murmura-t-il un jour, un sourire en coin. Coco avait ri. Les traditions ne sont que des chaînes dorées, mon amour. Et je suis là pour les briser. La première collection, un manifeste silencieux. Sa première collection était un manifeste contre l'oppression vestimentaire. Fini les corsets étouffants, les jupes encombrantes qui entravaient le mouvement. Coco proposait des lignes simples, des robes droites qui épousaient la silhouette naturelle sans la contraindre. Les tissus choisis parlaient d'eux-mêmes, du jersey, habituellement réservé aux vêtements de sport masculins, étaient transformés en robes élégantes. Le noir, considéré jusqu'alors comme une couleur de deuil, devenait l'emblème d'une élégance intemporelle. Le jour du défilé. Le jour du premier défilé, Paris retint son souffle. Les critiques de mode, les aristocrates, les journalistes, tous étaient suspendus à un fil, attendant de voir si cette jeune femme audacieuse pourrait vraiment bouleverser les codes établis. Mathilde de Polignac, figure influente du monde de la mode, observait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Ses lorgnons braqués sur les mannequins, elle scrutait chaque détail. Les premiers modèles défilèrent. Silence. Puis, progressivement, un murmure d'étonnement, puis d'admiration. C'est révolutionnaire, entendit-on. Les défis d'une pionnière. Mais le chemin n'était pas pavé de roses. Être une femme entrepreneur à cette époque relevait du défi quotidien. Les banquiers regardaient Coco avec condescendance, les couturiers établis la considéraient comme une intruse. Sa sœur Jeanne, venue la soutenir, apportait un regard à la fois critique et bienveillant. « Tu prends des risques énormes », lui dit-elle lors d'une visite à l'atelier. Coco sourit. « Le risque, ma chère, c'est de ne rien risquer du tout. » Le soutien indéfectible d'Arthur. Arthur Capel fut son principal allié. Non seulement il l'avança financièrement, mais il crut en sa vision quand personne d'autre n'y croyait. Il comprenait que la mode de Coco représentait plus qu'un simple changement esthétique, c'était une transformation sociale. « Tu libères les femmes, une couture à la fois », lui disait-il souvent. Une philosophie au-delà des vêtements. Pour Coco, la mode était un langage. Chaque vêtement racontait une histoire de liberté, de mouvement, d'émancipation. Les robes droites symbolisaient l'indépendance, les lignes simples représentaient la rejection des ornements superflus. Elle déclarait volontiers, la mode se démode, le style jamais. Les premières critiques. Certains la traitaient d'excentrique, d'autres de provocatrice. Les cercles conservateurs voyaient en elle une menace contre l'ordre établi. Un critique célèbre écrivit,
Mademoiselle Chanel ne fait pas de la mode, elle fait la révolution. Elle prit cette critique comme un compliment. Un empire en gestation. Peu à peu, sa réputation grandissait. Des fans de la haute société commencèrent à porter ses créations. L'élégance minimale devint synonyme de modernité. Chanel ne se contentait pas de suivre les tendances, elle les créait. La boutique de la rue Cambon. L'ouverture de sa boutique à la rue Cambon fut un moment historique. Un lieu qui deviendrait bien plus qu'un simple magasin, un sanctuaire de la mode moderne. Jeanne, présente ce jour-là, observait sa sœur avec une fierté non dissimulée. « Tu as réussi », murmura-t-elle. Coco la regarda, un éclair de détermination dans les yeux. Ce n'est que le début. Ce premier triomphe n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était la promesse d'une transformation profonde de la mode et, par extension, de la condition féminine. Coco Chanel venait de poser les fondations d'un empire qui allait révolutionner le monde. Un empire né de l'audace, construit avec passion, et destiné à changer à jamais la perception de l'élégance. Les ombres de la guerre. Les prémices du conflit. L'été 1914 s'annonçait comme tous les autres étés parisiens, lumineux, plein de promesses. Les terrasses des cafés bourdonnaient de conversations insouciantes, les élégantes promenaient leurs robes légères le long des boulevards, ignorant que le monde allait basculer. Coco Chanel, alors au sommet de sa première réussite dans le monde de la mode, sentait pourtant une tension sourde. Ses doigts, habiles à dessiner des silhouettes révolutionnaires, pressentaient que quelque chose de profond allait changer. La déclaration de guerre. Le 3 août 1914, la France entrait en guerre. Le silence assourdissant des sirènes, les affiches de mobilisation générale, les hommes quittant leur famille en uniforme, tout basculait en quelques heures. Arthur Capel, son amant et confident, fut l'un des premiers à s'engager. Lors de leurs adieux, dans l'atelier de la rue Cambon, une tension émotionnelle indescriptible régnait. « Je reviendrai », promit-il, ses yeux reflétant à la fois la détermination et la mélancolie. Coco le serra contre elle, sachant que les promesses en temps de guerre sont fragiles comme du verre. La mode face à la guerre. Alors que l'Europe s'embrasait, Coco Chanel comprit rapidement que la mode devait elle aussi se réinventer. Ses ateliers, autrefois dédiés à la création de robes élégantes, se transformèrent en centre de production essentiel. L'atelier de guerre. Chaque couturière fut mobilisée pour un effort national. On ne cousait plus des robes, mais des uniformes. Des bandages. Des vêtements pour les soldats. Coco dirigeait ses opérations avec la même précision qu'elle mettait dans ses collections. Chaque point était un acte de résistance, chaque couture un message de soutien aux hommes partis au front. « Nous sommes en guerre, mais nous resterons dignes », répétait-elle à ses ouvrières. Les lettres d'Arthur. Les lettres d'Arthur devenaient son encre dans ce monde devenu chaos. Des missives parfois courtes, souvent cryptiques, toujours empreintes d'amour et d'inquiétude. Astérisque ma chère Gabrielle, astérisque. Astérisque ici, le bruit des canons devient notre musique quotidienne. Je pense constamment à toi, à tes mains qui transforment le monde bien plus efficacement que toutes nos armes, astérisque. Astérisque ton Arthur astérisque. Chaque lettre était précieuse. Chaque mot, un fragment de vie dans l'immensité de la guerre. La transformation personnelle. La guerre ne transformait pas seulement la société, mais aussi Coco elle-même. Sa silhouette devenait plus austère, ses robes plus pratiques. Fini les ornements superflus, place à l'essentiel. Le noir, sa couleur de prédilection, prenait désormais une signification différente. Ce n'était plus seulement un choix esthétique, mais un deuil anticipé, une élégance de la résilience. Solidarité et engagement. L'atelier Chanel se transforma en bien plus qu'un lieu de production. Ce fut un centre de solidarité. Des femmes de tous horizons y venaient. Des veuves, des mères de soldats, des infirmières. On y cousait, on y réparait, on y parlait. Un microcosme de la France en guerre. L'hôpital militaire. Coco n'hésita pas à s'engager directement. Elle convertit une partie de ses locaux en antennes médicales, formant elle-même des volontaires aux premiers soins. Chaque main peut sauver une vie, disait-elle. Et ses mains, habituées à manier des aiguilles à coudre, apprirent à panser des blessures, à consoler des âmes meurtries. Les nouvelles du front. Les nouvelles arrivaient par bribes. Un jour, une victoire. Le lendemain, une défaite. Les journaux publiaient des listes interminables de soldats morts au combat. Arthur continuait d'écrire.
Ses lettres devenaient de plus en plus espacées, de plus en plus courtes. Astérisque Paris me manque. Toi, encore plus astérisque. La mode comme résistance. Paradoxalement, la mode devint un acte de résistance. Continuer à créer, à imaginer, à projeter un futur, c'était refuser la défaite. Les robes de Chanel durant cette période étaient emblématiques, pratiques, sobres, élégantes. Elles disaient la force des femmes françaises. L'émergence d'un nouveau style. Les jupes se raccourcissaient, les lignes devenaient plus droites. Un style né de la nécessité, de la liberté retrouvée. La guerre nous a appris l'essentiel, déclarait-elle. Nous n'avons plus le temps du superficiel. La nouvelle femme. Les femmes occupaient désormais des postes traditionnellement masculins. Conductrices de tramway, ouvrières d'usine, infirmières. La société se réinventait. Coco le sentait, la mode serait le miroir de cette transformation. La perte et l'espoir. En novembre 1918, l'armistice fut signé. La guerre avait laissé des cicatrices profondes. Arthur revint. Mais pas comme elle l'avait espéré. Le retour et la tragédie. La guerre l'avait changé. Et la vie allait bientôt le lui reprendre définitivement. Un accident de voiture. Une nuit d'hiver. Arthur disparaissait, le laissant avec un vide immense et des projets inachevés. Le deuil et la renaissance. Coco porta le deuil comme elle portait ses créations, avec dignité, avec élégance. Chaque création devint un hommage silencieux. Une femme qui se relève après avoir tout perdu, voilà le véritable chic. L'aube d'un nouveau monde. La guerre avait tout bouleversé. Mais Coco Chanel en était sortie plus forte, plus déterminée. Son empire ne faisait que commencer. Un empire né des cendres d'un conflit, construit sur la résilience et l'audace. Renaissance. Les années folles et la métamorphose. Paris, 1920. La ville vibrait d'une énergie nouvelle, comme sortie d'un long cauchemar. Les années folles explosaient de créativité, de liberté, de passion. Au cœur de cette renaissance se trouvait Coco Chanel, prête à réinventer non seulement la mode, mais la femme elle-même. La reconstruction d'un empire. Après la guerre, Coco se tenait à un carrefour. La perte d'Arthur Capel l'avait profondément marqué, mais sa détermination restait intacte. Son atelier de la rue Cambon n'était plus seulement un lieu de création, mais un symbole de résilience. Les premières collections d'après-guerre furent un manifeste. Fini les corsages rigides, les jupes contraignantes. Place à la liberté du mouvement, à l'élégance pratique. La révolution du parfum. Le 5 mai 1921 marqua un tournant historique, la naissance du légendaire Chanel numéro 5. Ce n'était pas simplement un parfum, mais une révolution olfactive et culturelle. La genèse d'un mythe. Ernest Beau, le parfumeur, avait présenté plusieurs compositions. Coco choisit le numéro 5, brisant avec la tradition des parfums à l'eau de rose ou à la lavande. Un parfum abstrait, moderne, complexe. Je veux un parfum qui sent une femme, pas une fleur, avait-elle précisé. Le flacon lui-même était révolutionnaire, simple, géométrique, à l'opposé des fioles ornementées de l'époque. Un succès instantané. Le Chanel numéro 5 devint plus qu'un parfum, un phénomène culturel. Les fans du monde entier le réclamaient, symbole de modernité et de liberté. La libération du corps féminin. Chanel redessinait la silhouette féminine avec une audace sans précédent. Les robes droites, les lignes simples, les tissus souples, chaque création était un acte de libération. La petite robe noire. En 1926, Vogue publia un dessin qui allait révolutionner la mode, la petite robe noire. Simple, élégante, versatile. Coco venait de créer un standard universel. Un vêtement qui va partout, qui peut tout faire, expliquait-elle. Les connexions internationales. Coco comprenait que la mode dépassait les frontières. Elle nouait des relations avec des artistes, des intellectuels, des personnalités internationales. Le monde des arts. Sa proximité avec les artistes du mouvement des années folles, Picasso, Stravinsky, Cocteau, nourrissait sa créativité. Elle ne se contentait pas de faire des vêtements, elle créait des œuvres d'art portables. Les défis personnels. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Coco restait complexe. Ses relations étaient aussi audacieuses que ses créations. L'indépendance sentimentale. Elle refusait les conventions matrimoniales.
Ses amants étaient choisis avec la même précision qu'elle choisissait ses tissus, avec intelligence et liberté. L'expansion internationale. L'empire Chanel commençait à s'étendre bien au-delà de Paris. Londres, New York, Berlin, partout, ses créations étaient adulées. Un réseau commercial révolutionnaire. Coco fut une des premières femmes à comprendre vraiment le marketing. Chaque boutique, chaque collection était stratégiquement pensée. Les innovations techniques. Ce n'était pas seulement une question de style, mais de technique. Chanel innovait constamment. Utilisation du jersey, tissu alors réservé aux vêtements de sport. Création de vêtements permettant une liberté de mouvement totale. Simplification des coupes, rejetant les ornements superflus. La mode et la politique. Dans un monde en pleine mutation, Chanel observait et s'adaptait. Sa mode reflétait les changements sociaux profonds de l'époque. La femme moderne. Ses créations disaient une nouvelle vérité, la femme n'était plus un objet décoratif, mais un être libre, actif, autonome. Les défis et les critiques. Toute révolution rencontre des résistances. Les couturiers traditionnels la voyaient comme une menace. La résilience. Chanel ne se laissait pas impressionner. Chaque critique devenait une source de motivation supplémentaire. La création du style intemporel. Au-delà de la mode éphémère, Chanel créait du style. Un concept qui allait bien au-delà des tendances passagères. La citation devenue légendaire. La mode se démode, le style jamais, répétait-elle. L'année 1929 marquait l'apogée de sa première période créative. Chanel avait transformé la mode, la perception de la femme, et par extension, la société elle-même. Un empire bâti sur l'audace, la liberté et la beauté. Une femme qui avait fait plus que créer des vêtements, elle avait réinventé la féminité. Conflit et passion. Les ombres du désir. Le salon de la rue Cambon baignait dans une lumière automnale, reflétant les nuances complexes de la vie de Coco Chanel. Les années 1930 s'annonçaient comme une période de tensions intimes et de bouleversements personnels. La mort d'Arthur Capel continuait de la hanter, un fantôme silencieux qui imprégnait chacune de ses créations, chacun de ses gestes. La solitude créative. Coco avait transformé sa douleur en article. Chaque collection devenait un dialogue avec ses souvenirs, chaque ligne de vêtements une confession muette. La douleur est le tissu dont je tisse mes créations, murmura-t-elle un jour à sa sœur Jeanne. Les amours tumultueuses. Sa vie sentimentale était un roman complexe, fait de passions intenses et de liaisons stratégiques. Les hommes qui l'entouraient n'étaient pas de simples amants, mais des acteurs d'un grand théâtre existentiel. Le grand-duc Dimitri Romanov. En 1920, sa liaison avec le grand-duc Dimitri Romanov, prince russe exilé, fit scandale. Un homme de l'aristocratie déchue, elle une femme issue des classes populaires, leur histoire défiait toutes les conventions. Dimitri apportait à Coco un monde de contacts internationaux, de récits romantiques. Il était le lien entre son empire naissant et les derniers échos de l'aristocratie européenne. Les connexions mondaines. Chanel comprenait que la mode était autant un réseau qu'un article. Chaque relation était une opportunité, chaque soirée un terrain de négociation. Les salons parisiens. Ces soirées à Paris étaient légendaires. Artistes, aristocrates, hommes politiques, tous gravitaient autour d'elle, attirés par son charisme unique. Jean Cocteau, l'écrivain, la décrivait comme « une force de la nature, habillée en femme ». La dimension économique des passions. Ces relations n'étaient jamais innocentes. Chaque liaison était un investissement, chaque confident un potentiel allié commercial. L'Allemand Hans-Günther von Dinklage. Dans les années 1930, sa relation avec Hans-Günther von Dinklage, diplomate allemand, allait devenir l'un des chapitres les plus controversés de sa vie. Un homme proche des cercles nazis, qui offrait à Coco une protection et des connexions internationales à un moment où l'Europe se préparait à la guerre. Les choix controversés. La période de l'occupation allait révéler toute la complexité du caractère de Coco. Ni collaboratrice pure, ni résistante exemplaire, elle naviguait dans des eaux troubles avec une intelligence politique remarquable. L'hôtel Ritz et les Allemands. Pendant l'occupation, l'hôtel Ritz devint son quartier général. Un lieu où se négociaient des destins, où se tramaient des histoires. Elle y côtoyait l'élite allemande, tout en maintenant ses activités commerciales. La survie comme motivation. Pour Coco, chaque décision était dictée par la survie. Préserver son empire, protéger ses employés, rester debout quoi qu'il en coûte.
La vie est un combat permanent, répétait-elle. Les choix stratégiques. Ses actions durant cette période seraient longtemps débattues. Protection ou collaboration? Survie ou compromission? La vérité, comme souvent, se trouvait dans les nuances. La mode pendant la guerre. Même en temps de guerre, Coco continuait à créer. Ses collections reflétaient la résilience, l'adaptation. L'élégance sous l'occupation. Des vêtements pratiques, des lignes épurées. La mode devenait un acte de résistance silencieuse. Les blessures intimes. La guerre avait ravivé ses anciennes blessures. La perte, la solitude, des thèmes qui traversaient sa vie comme des fils invisibles. Le deuil permanent. Arthur Capel restait son grand amour absent. Chaque décision, chaque création portait l'empreinte de cette perte. La reconstruction. Après la guerre, Coco devait se reconstruire. Non seulement professionnellement, mais personnellement. Le retour et la réinvention. En 1954, à 71 ans, elle décida de reprendre ses activités de couture. Un retour qui fut autant un défi personnel qu'une déclaration de guerre à ses détracteurs. Les derniers combats. Ces dernières années furent marquées par une détermination inébranlable. Elle continuait de défier les conventions, de repousser les limites. L'héritage en construction. Chaque collection devenait un testament, chaque création une déclaration. Une femme, plusieurs vies. Coco Chanel n'était pas une simple couturière. C'était une philosophe du mouvement, une architecte de la liberté féminine. Un empire construit sur des passions, des conflits, et une détermination absolue. Une vie qui défiait toute classification simple, qui restait en perpétuel mouvement. Une légende vivante. Le sommet et la tempête. Les ombres de la controverse. L'hiver parisien de 1945 tombait doucement sur la rue Cambon, porteur de silence lourd et de secrets inavoués. Coco Chanel se tenait à la fenêtre de son salon, observant une ville qui tentait de panser ses blessures de guerre. Sa propre histoire se trouvait au cœur d'une tempête morale qui allait définir les dernières décennies de sa vie. Le poids de l'histoire. L'occupation avait laissé des cicatrices profondes. Et Coco Chanel se trouvait au centre d'un tourbillon de jugements, de rumeurs, de condamnations. Ses relations avec les officiels allemands durant la guerre allaient devenir son plus grand défi personnel et professionnel. La collaboration, une vérité complexe. Contrairement au récit simpliste, la collaboration de Chanel ne pouvait être réduite à une étiquette manichéenne. C'était un tableau nuancé, fait de survie, de stratégie et de choix personnels difficiles. Les connexions dangereuses. Son amant pendant l'occupation, Hans-Günther von Dinklage, officier nazi haut placé, avait ouvert des portes et fermé d'autres. Une relation qui serait longtemps débattue par les historiens. La survie n'a pas de morale, murmura-t-elle un jour à sa sœur Jeanne. Le procès moral. En 1944, à la Libération, Chanel fut arrêté et interrogé pour ses activités durant l'occupation. Son statut, sa célébrité, ses connexions internationales jouèrent en sa faveur. L'intervention providentielle. Certains racontent que Churchill lui-même serait intervenu pour la faire libérer, reconnaissant sa complexité et sa valeur symbolique. Un mystère de plus dans sa légende déjà tumultueuse. L'exil et le retour. Après la guerre, Chanel s'exila un temps en Suisse. Un exil qui n'était ni une défaite ni une retraite, mais une stratégie de reconstruction. La réinvention. En 1954, à 71 ans, elle décida de faire son grand retour dans le monde de la mode. Un comeback qui allait choquer et fasciner. Le défilé de la Renaissance. Le 5 février 1954, Coco présenta sa nouvelle collection. Paris retint son souffle. La réaction des critiques. Christian Dior et la jeune garde de la mode la considéraient comme dépassée. Elle leur répondit par sa créativité intemporelle. Les jupons amples furent remplacés par des tailleurs ajustés, des lignes épurées qui célébraient la silhouette féminine. L'émancipation continue. Plus qu'un retour dans la mode, c'était une déclaration de liberté. Chanel continuait de défier les conventions, de repousser les limites. La mode comme manifeste. Chaque vêtement racontait une histoire de résilience, de transformation personnelle. Les dernières batailles. Les années 1950 et 1960 furent marquées par une créativité indomptable. Chanel continuait d'innover, de challenger les normes établies. Le tailleur iconique. Le tailleur Chanel devint un symbole mondial d'élégance et de liberté féminine.
Jacqueline Kennedy en fit son uniforme politique. Les blessures intimes. Derrière le succès mondial, Coco restait une femme marquée par ses pertes. Arthur Capel, ses amours passés, ses choix controversés, tout cela continuait de la hanter. La solitude du génie. On paie toujours le prix de l'audace, répétait-elle souvent. L'héritage en construction. Chanel ne se voyait pas seulement comme une couturière, mais comme une architecte de la liberté féminine. Une philosophie du mouvement. Je ne fais pas de la mode, je crée des vêtements pour vivre, déclarait-elle. Les dernières années. Les années 1960 la virent continuer à travailler, à créer, à défier le temps. Un empire mondial. La marque Chanel était désormais bien plus qu'une maison de couture, c'était une institution mondiale. Le dernier défilé. Le 10 janvier 1971, Coco Chanel travaillait encore. Le lendemain, elle décédait dans sa suite de l'hôtel Ritz, à Paris. La fin d'une légende. Ces derniers mots à sa sœur Jeanne résumaient sa philosophie, la mode passe, le style reste. Un héritage intemporel. Coco Chanel n'avait pas simplement changé la mode. Elle avait transformé la perception de la femme au XXe siècle. Un empire de liberté, construit couture après couture. Un mythe vivant qui continuait, et continue, d'inspirer le monde. L'héritage. L'éternité d'un mythe. Le 10 janvier 1971, Paris perdait plus qu'une couturière. Elle perdait une légende, une révolutionnaire qui avait transformé bien plus que la mode, elle avait réinventé la femme du XXe siècle. Coco Chanel s'éteignait dans sa suite de l'hôtel Ritz, ce lieu qui avait été le théâtre de tant de ses batailles personnelles et professionnelles. Autour d'elle, le silence d'une époque qui achevait sa mue. Un dernier regard sur le monde. Ses yeux, toujours vifs malgré son grand âge, semblaient encore scruter l'horizon, imaginant les transformations futures. Jusqu'au bout, elle était restée une visionnaire. La généalogie d'une révolution. Pour comprendre l'héritage de Chanel, il fallait remonter à ses origines. Née Gabrielle Bonheur Chanel dans la pauvreté, orpheline élevée par des religieuses, elle avait transformé chaque obstacle en marche vers sa destinée. Les racines de l'audace. L'orphelinat d'Aubazine n'avait pas brisé son esprit, mais forgé sa détermination. Chaque leçon de couture, chaque heure passée à apprendre la précision, était devenue une arme contre les conventions sociales. Une révolution vestimentaire. Chanel avait fait plus que créer des vêtements. Elle avait libéré le corps féminin de ses entraves séculaires. La fin des corsets. Ses créations avaient définitivement enterré les corsets, symbole d'une oppression féminine séculaire. Les femmes pouvaient désormais respirer, bouger, exister autrement. Un empire global. En 1971, la marque Chanel dépassait largement le cadre d'une maison de couture. C'était un empire mondial, un concept de style de vie. Le parfum numéro 5, un symbole universel. Le Chanel numéro 5 était devenu bien plus qu'un parfum. Il représentait la modernité, la liberté, l'essence même de la féminité du XXe siècle. Les héritiers artistiques. Son influence dépassait la mode. Des artistes comme Karl Lagerfeld perpétueraient sa vision, adaptant son héritage aux générations futures. La transmission du style. Chanel avait compris que le style était intemporel. Ses principes, simplicité, élégance, liberté, traverseraient les décennies. Les controverses réhabilitées. Sa vie complexe, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, continuerait de fasciner les historiens. Un portrait nuancé. Ni héroïne pure, ni collaboratrice sans nuance, Chanel représentait la complexité humaine dans toute sa splendeur. L'héritage féministe. Avant même le mouvement féministe, Chanel avait offert aux femmes les outils de leur émancipation. La libération par le vêtement. Ses robes droites, ses tailleurs, ses pantalons pour femmes, chaque création était un manifeste de liberté. Un modèle entrepreneurial. Chanel fut l'une des premières femmes à construire un empire mondial, défiant tous les préjugés de son époque. La femme entrepreneur. Elle prouva qu'une femme pouvait réussir par son seul talent, sa détermination, son intelligence. Les valeurs universelles. Son héritage dépassait la mode. C'était une philosophie de vie. Les principes Chanel. L'élégance n'est pas une question de moyens, mais d'attitude. La simplicité est la clé de l'élégance. La liberté personnelle est le plus grand luxe. La reconnaissance internationale. En 1971, Chanel était bien plus qu'une icône française.
C'était un symbole mondial de créativité et de libération. Les hommages mondiaux. Des capitales de la mode aux cours royales, son influence était universelle. La transmission familiale. Sa sœur Jeanne, témoin de son parcours extraordinaire, devenait la gardienne de sa mémoire. Les derniers moments. Lors de ces derniers instants, Chanel avait murmuré, la mode passe, le style reste. L'influence continue. Même après sa mort, Chanel continuait d'inspirer. Les nouvelles générations. Des créateurs du monde entier s'inspiraient de ses principes, de sa vision révolutionnaire. Un mythe vivant. Coco Chanel n'était plus seulement une personne. Elle était devenue un concept, une idée de la liberté féminine. L'éternité du style. Son nom resterait synonyme d'élégance, de courage, de transformation. Au-delà de la mode. Coco Chanel avait fait plus que révolutionner la mode. Elle avait redessiné les contours de la féminité au XXe siècle. Un empire de liberté, une légende intemporelle. Une femme qui avait transformé le monde, une couture après l'autre.